On va traiter le cours des satellites artificiels et des planètes. Quel est le mouvement des planètes et des satellites? Comme l'indique le titre du chapitre, le but est l'étude des mouvements des planètes et des satellites. Ces derniers peuvent être de deux types. Les satellites naturels comme la Lune, il y en a un pour la Terre, et le deuxième type, ce sont les satellites artificiels, ceux que lance l'homme depuis longtemps. En fonction de la mission, c'est-à-dire il y en a qui sont faits pour la télécommunication, d'autres pour la lutte contre la pollution et l'usage militaire par exemple. Bon, il y en a beaucoup de satellites artificiels selon leur mission. Nous allons voir que pour ces trois types d'objets, le mouvement est le même. Mais n'oublions pas que pour étudier un mouvement, il faut choisir un référentiel. Les lois de Kepler. Un référentiel héliocentrique. On va traiter un exemple de référentiel. Le premier, c'est le référentiel héliocentrique. Alors, c'est le repère convenable à l'étude des mouvements des planètes autour du Soleil. Il est noté SIJK. Son origine est le centre du Soleil et ces trois axes sont dirigés vers trois étoiles très loin et considérés comme fixes. Ce référentiel est considéré comme galiléen. On va aussi voir les lois de Kepler. Il y en a trois lois. Les lois de Kepler. La première loi de Kepler s'appelle la loi des trajectoires. Dans un référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont le centre du Soleil est l'un des foyers, tel qu'il y a une relation qu'on va expliquer ici. Vous avez ici une ellipse. Elle est caractérisée par deux axes, le petit axe et le grand axe. Le petit axe ici, c'est 2b, sa longueur, et le grand axe, c'est 2a. La trajectoire ici, c'est elliptique, c'est la trajectoire de la Terre qui est représentée par un point M. Il va décrire cette trajectoire elliptique autour du Soleil. Alors, cette ellipse, il possède aussi deux foyers, F1 et F2. Le Soleil, il occupe l'un de ces deux foyers. Donc, la propriété de cette première loi de Kepler, qui s'appelle la loi des trajectoires, c'est que MF1 plus MF2 est égal à 2A. Alors, c'est une propriété qui accompagne la loi des trajectoires pour les planètes autour du Soleil. Alors, on passe à la deuxième loi de Kepler, qui s'appelle la loi des aires ou la loi des surfaces. Si S plutôt est le Soleil, et M, c'est la position quelconque d'une planète, d'accord? Vous avez le segment SM, c'est-à-dire qui relie le Soleil et la planète, ce rayon-là, ce segment, il va balayer des surfaces pendant des durées de temps delta T. Si la durée de temps pour balayer cette surface est delta T1, et pour balayer l'autre surface, c'est delta T2 qui est égal à delta T1, automatiquement, ces deux surfaces sont égales. Si delta T1 est égal à delta T2, S1 est égal à S2. Ça s'appelle la loi des aires, la loi des surfaces. Alors, dans ce cas-là, la planète, bien sûr, elle va parcourir cette trajectoire elliptique autour du Soleil. Dans cette position qui s'appelle périlée, c'est en ce point-là, la distance qui sépare le Soleil de la planète est la plus petite possible ici sur cette trajectoire. La vitesse en ce point est maximale. Et pour l'autre position ici, la position où la planète est plus loin et le plus loin possible du Soleil, cette position s'appelle la filée. La vitesse en ce point, elle est minimale. Ici, elle est maximale et ici, elle est minimale. On passe à la troisième loi de Kepler qui s'appelle la loi des périodes. Alors, la période, la définition de la période sidérale ou la période de révolution d'une planète, c'est le temps nécessaire pour faire un tour complet, ou c'est le temps entre deux passages successifs devant une étoile lointaine.
Et petit 1, il représente le demi-grand axe de la trajectoire de la planète. Alors, la loi des périodes, il est traduit par une expression t carré sur a au cube est égal à k. Avec k, c'est une constante qui ne dépend pas de la planète. Les lois de Kepler s'appliquent aussi bien pour les satellites naturels qu'aux satellites artificiels d'un astre. Alors ici, on va parler de cette dernière loi de Kepler. On va traiter 3 exemples. On va parler des planètes du système solaire. Alors, il y a quelques planètes ici qui tournent autour du Soleil. Pour chaque planète, il y a un A, c'est-à-dire le demi-grand axe. Il est exprimé en kilomètres. Et aussi la période de révolution de chaque planète. Une fois, il est exprimé en jours et autrefois, il est exprimé en secondes. Et pour le rapport T au carré sur A au cube, une fois exprimé en jours au carré par kilomètre puissance 3 ou bien par point kilomètre moins 3. Vous voyez que c'est constante. Lorsqu'on change aussi l'unité du temps et l'unité des distances, bien sûr, on aura une autre constante. Mais c'est la même. Alors, on constate que cette valeur, t au carré sur a au cube, elle est constante. C'est-à-dire, elle ne dépend pas des planètes, des masses des planètes. On passe à un autre exemple, un autre tableau, qui représente les satellites de Jupiter. Alors, il y a quelques satellites et aussi vous avez le demi-grand axe et la période pour chacun. Et aussi, vous avez le rapport de t carré sur a au cube qui reste constante et ne dépend pas des satellites. Ici, vous avez quelques satellites de la Terre. Alors, pour les satellites de la Terre, il y en a un qui est naturel, c'est la Lune, et les autres sont artificiels. Aussi, le t carré sur a au cube reste constante et ne dépend pas de ces satellites, ne dépend pas des masses de ces satellites. Il y a des questions à traiter après. Alors ici, pour la première question, de quoi dépend le rapport t au carré sur a au cube? Deuxième question, montrer que la valeur du rapport est égale à 4 pi carré sur Gm. Alors ici, M, il représente la masse de l'astre attracteur. Alors la G représente la constante de la gravitation universelle. Sa valeur, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11 unités internationales. Et M, c'est la masse de l'astre attracteur. Pour le Soleil, il y a une masse qui correspond à cet astre. C'est 2 fois 10 à la puissance 30 kg. Et pour le Jupiter, c'est 1,91 10 à la puissance 27 kg. Troisième question, en utilisant la constante trouvée pour les satellites artificiels, c'est-à-dire concernant la Terre, les 4 dernières lignes ici, la question se pose, c'est déterminer la masse de la Terre représentée par mt. Alors ces questions, on va les traiter après. On passe à grand 2, mouvement circulaire uniforme. Mouvement circulaire uniforme. Petit 1, propriété du mouvement circulaire uniforme. Parmi les propriétés de ce type de mouvement, la trajectoire est circulaire et la vitesse, il prend une valeur constante. Les lois de Kepler sont vérifiées dans ce cas. Alors, si le grand axe et le petit axe de l'ellipse sont égaux, l'ellipse devient un cercle. Le cercle est en effet une ellipse particulière. Le rayon correspond au demi-grand axe, donc 1 est égal à R, et les deux foyus sont confondus et coïncident avec le centre du cercle. Ici, on va vérifier sur le schéma les 3 lois de Kepler. Alors, ici, les deux foyers de l'ellipse qui étaient loin, ils se rapprochent et coïncident. Lorsqu'ils coïncident, ils vont former ce qu'on appelle le centre de la trajectoire circulaire. On vérifie la première loi de Kepler, OM plus OM, ça veut dire F1M plus F2M est égal à 2A, c'est-à-dire le grand axe. Pour nous, le grand axe, c'est 2R, c'est le diamètre de la trajectoire circulaire. Et pour la deuxième loi de Kepler, qui s'appelle la loi des airs, si delta T1 pour balayer cette aire est égal à delta T2 pour balayer la deuxième surface, alors automatiquement A1 est égal à A2. Pour la troisième loi de Kepler, T au carré sur R au cube, la moitié, le demi-grand axe ici c'est R, c'est-à-dire on va remplacer A par R,
T au carré sur R au cube est égal constante. Alors ici, on passe au vecteur vitesse, dans le cas bien sûr toujours du mouvement circulaire uniforme. Le mouvement circulaire uniforme est caractérisé par une vitesse angulaire oméga constante, telle que V est égal à R oméga. V, c'est la vitesse linéaire, R, c'est le rayon, et oméga, c'est la vitesse angulaire exprimée en radians par seconde. Soit un objet de masse petit m qui va décrire une trajectoire circulaire de rayon R. Il va décrire un tour complet pendant une durée appelée la période. Alors, c'est grand T qui correspond à la période, il est exprimé en secondes. Au cours de ce temps, delta T, qui est égal à la période, bien sûr, l'objet, il va décrire un angle de 2π. Un angle de 2π. Dans ce cas, l'expression de la vitesse angulaire est donnée par la relation suivante. Alors, d'une part, il est égal à 2π sur t, et d'autre part, est égal à v sur r. Et pour la vitesse, elle est toujours tangente à la trajectoire, c'est-à-dire elle est parallèle au vecteur unitaire u de repère de freinée, qui est local. U, c'est là le vecteur tangentiel U, qui est orienté dans le sens du mouvement, et la vitesse, elle est toujours tangente à la trajectoire, donc V est parallèle à U. Donc, pour l'expression de V, l'expression vectorielle, c'est R oméga, suivant le vecteur unitaire U. Ce mouvement est caractérisé aussi, c'est-à-dire il est périodique, circulaire, uniforme, par une autre grandeur qui s'appelle la fréquence. La fréquence est égale à 1 sur t, il est exprimé en Hertz. Alors, on passe au vecteur accélération. Le vecteur accélération. Alors, dans le mouvement circulaire uniforme, la direction du vecteur vitesse v change la direction, ce qui met en évidence une accélération associée au changement d'orientation du vecteur vitesse. Cette accélération s'appelle l'accélération centripète. Alors, on sait déjà que dans le repère de freinée, l'accélération possède deux composantes, une tangentielle qui est égale à la dérivée de v par rapport au temps qui est égal à 0, puisque le mouvement est circulaire uniforme, et la deuxième composante, c'est l'accélération normale qui est égale à v au carré sur r qui suit le vecteur unitaire n. Donc, l'accélération devient uniquement est égale à an puisque sa composante tangentielle est nulle. Donc, on sait déjà que la vitesse est parallèle à u et maintenant l'accélération est parallèle à n. Ça veut dire que l'accélération n est perpendiculaire à v. Alors, je vous rappelle que pour les mouvements rectilignes, uniforme, lorsque le mouvement est uniforme, la vitesse est constante, l'accélération est égale à 0. Mais ici, dans ce cas, malgré que le mouvement est uniforme, circulaire, il possède une accélération qui est différente de 0, qui s'appelle l'accélération normale, qui est égale à v au carré sur r. Donc, c'est l'une aussi des caractéristiques du mouvement circulaire uniforme. On passe à quatrièmement. Conditions nécessaires pour un mouvement circulaire uniforme. Les résultats, la résultante des forces extérieures, notée F, est égale à sigma des forces extérieures est égale à MA. C'est la deuxième loi de Newton. Alors, je remplace AG par l'accélération normale qui est égale à V au carré sur R suivant le vecteur unitaire N. Donc, la force F est égale à MA. M est un facteur qui est positif, l'accélération est centripète, donc automatiquement la force ici, la force est centripète aussi. Bien. L'accélération AG est égale à, alors je vais supprimer ce M, est égale à V au carré sur R suivant le vecteur unitaire N. La voilà, c'est déjà écrit ici. Alors on passe aux lois de Newton de la gravitation universelle. Énoncé de la loi. Entre deux corps A et B, de masse respectivement MA et MB, qui sont séparés par une distance D, qui est égale à AB, se produit une attraction universelle appelée la force gravitationnelle. Notez la force exercée par A sur B et la force exercée par B sur A.
mais ils ont la même intensité, la valeur numérique, qui est égale à G, MA, MB sur D carré. Alors ici, je rappelle que la distance D entre les deux, c'est une distance qui sépare les centres de gravité des deux masses. G, bien sûr, c'est la constante de la gravitation universelle, ou bien la constante gravitationnelle. Alors ici, il y a une remarque. Pourquoi ici on a traité le mouvement circulaire uniforme? Parce que c'est une approximation qu'on va faire pour les planètes et les satellites. On va considérer que leur mouvement sera circulaire, c'est-à-dire on ne va pas considérer que c'est elliptique. Pourquoi? Alors ici, la remarque, on contrôle et au bac, on considérera presque toujours que les trajectoires des satellites et des planètes sont circulaires car on va pouvoir effectuer des calculs contrairement aux ellipses. Le mouvement sera donc circulaire et sera donc caractérisé par un rayon R. On passe à grand 5, grand 4 plutôt. Mouvement orbital des planètes autour du Soleil. Application de la deuxième loi de Newton dans le repère héliocentrique, on considère une planète de masse m et de centre P en mouvement circulaire de rayon R autour du Soleil. Le Soleil a une masse ms, il est de centre S. Les deux corps, c'est-à-dire la Terre et le Soleil, subissent une attraction universelle. Bien sûr, d'après la deuxième loi de Newton, l'expression ici Fs, F de S sur P, du Soleil sur la planète, est égale moins G M fois Ms sur R carré USP. Je vous explique ces expressions. Alors ici, on sait que FSP est égal à MA. Ça, c'est la deuxième loi de Newton. La force et l'accélération sont centripètes. Sur le schéma, ici, vous avez un vecteur unitaire qui est dirigé du Soleil vers P. On le note USP. La force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la planète, il est dirigé dans le sens de vecteur unitaire n, c'est-à-dire dans le sens au contraire de US. C'est pour cela qu'on a écrit que Fs sur P est égal à moins G M fois Ms sur R carré fois USP. Alors l'accélération est égale, alors cette force-là est égale à MA, deuxième loi de Newton. On va simplifier par la masse. Alors le reste, ici c'est l'accélération, est égale à moins G fois la masse S du Soleil sur R carré, multiplié par le vecteur unitaire USP. Alors cette expression vectorielle, on va la projeter sur la normale Pn. Pn, c'est cet axe-là. Qu'est-ce qu'on obtient? A sera remplacé par A normal, qui est égal à V au carré sur R. Et pour l'autre expression, bien sûr, ici, FSP est égal à MA, qui est égal cette quantité, sera remplacée par GMS sur R carré. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va simplifier par un R. Le reste, c'est GMS sur R est égal V carré. Donc, V, c'est la racine carrée de GMS sur R. C'est l'expression de la vitesse. La planète va garder une vitesse constante au cours de son déplacement autour du Soleil. On parle ici, on va chercher la période de révolution. Période de révolution. Soit T, la période de révolution de la planète, on sait que oméga est égal à 2pi sur T qui est égal à V sur R. On va garder cette quantité, d'accord? 2pi sur T est égal à V sur R. Et je vais tirer uniquement l'expression de la période T qui est égale à 2pi fois R sur V. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'expression de V, on va la remplacer ici par son expression. Donc, on trouve que T est égal à 2pi R fois la racine de R sur GMS. On va faire entrer cette quantité sous la racine bien sûr, en introduisant son carré. Donc, T sera égal à la racine carrée de 4pi carré
Le R ici sous la racine devient R carré et avec une multiplication par un autre rayon, ça va devenir R puissance 3. Et ici, bien sûr, divisé par GMS. D'accord? Donc, pour bien sûr supprimer cette racine carrée, bien sûr, on passe par l'intermédiaire du carré de l'expression. Donc, T carré est égal à 4pi carré sur GMS multiplié par R au cube. Alors, je déplace ici, je divise par R au cube, et on obtient 4pi carré sur GMS qui est égal à K. Bien sûr, cette expression, elle va traduire la troisième loi de Kepler. Alors, comme ça, on a répondu à la question posée, c'est-à-dire montrer que l'expression l'expression de t carré, bien sûr, sur r au cube, en fonction, qui est égale à 4pi carré sur g, fois la masse de l'astre attracteur. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? La constante K ne dépend pas de la masse de la planète. Elle dépend uniquement de la masse de l'astre attracteur. On passe à cinquièmement, le mouvement orbital des satellites. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va répéter la même étude, mais ici, on ne va pas travailler dans le repère héliocentrique, on va travailler dans un autre repère géocentrique. C'est-à-dire, on va utiliser le mouvement des satellites de la Terre par rapport à la Terre, c'est-à-dire le repère lié au centre de la Terre qui s'appelle le géocentrique. Alors, ce repère géocentrique est convenable à cette étude. Il est noté T, alors son origine coïncide avec l'origine du centre de la Terre, et puis vous avez trois axes qui sont dirigés vers trois étoiles qui sont loin et considérés comme fixes. Et ce repère, il est aussi considéré comme un repère galiléen. On appelle une lune chaque corps en mouvement orbital autour d'une planète. Ça, c'est en général. Il y a des lunes naturelles comme il y a des lunes artificielles. On passe à petit 2, expression de la vitesse et la période orbitale. C'est-à-dire, on va répéter le même travail. Le mouvement d'un satellite de masse m est circulaire uniforme si les deux conditions sont vérifiées. Le vecteur accélération est centripète, parce que V est constante, il n'y a pas de composante tangentielle, il est normal, V carré sur R, suivant le vecteur normal N, c'est-à-dire, j'ai dit qu'on va répéter la même chose. Le vecteur F, c'est-à-dire la force gravitationnelle, il est aussi centripète, puisque F est égal à MA. Donc, F, elle est constante, donc par projection sur l'axe SN, d'accord, l'axe SN, on va trouver la même chose. On va trouver que F exercé par la Terre, l'intensité de F exercée par la Terre sur le satellite est égal à mv au carré sur R. Avec R, représente le rayon de la trajectoire, qui s'appelle la trajectoire orbitale. Alors, ce petit r est égal à quoi? C'est la distance qui sépare le centre de la Terre du satellite, qui est égale au rayon de la Terre, plus auquel on va ajouter l'altitude de ce satellite par rapport à la surface de la Terre. Alors, h représente l'altitude, la hauteur du satellite par rapport à la surface de la Terre. Et rt représente le rayon de la Terre. D'après la deuxième loi de Newton, et par un travail identique au précédent, on trouve que V est égal à Gm de la Terre sur le petit r. Le petit r ici, c'est RT plus H, oui. Et la période orbitale du mouvement du satellite, on va bien sûr répéter la même expression trouvée pour les planètes par rapport au repère héliocentrique. On va trouver que c'est 2π RT plus H puissance 3 sur GMT. Ici, MT, c'est la masse de la Terre, c'est l'astre attracteur du satellite. V et T ne dépendent pas de la masse du satellite, mais dépendent de H, sa hauteur par rapport à la surface de la Terre. Et aussi, on peut ajouter ici, et M de la Terre. Il ne dépend pas de la masse du satellite. On passe à grand 2. Les satellites géostationnaires.
Satellisation. Alors ça, c'est un phénomène de mettre un satellite sur son orbite en lui donnant une vitesse qui lui permet de décrire autour de cet astre un mouvement circulaire uniforme. Donc, satellisation, c'est lancer un véhicule spatial sur son orbite dans l'espace avec une vitesse lui permettant de décrire autour d'un astre au moins une orbite sous le seul effet de la force d'attraction qu'exerce l'astre sur lui. C'est-à-dire, il sera uniquement soumis à la force gravitationnelle entre l'astre et le véhicule spatial. Cette opération se fait par un lanceur, c'est une fusée spatiale et on y peut accéder depuis la surface de la Terre. Deuxièmement, satellite géostationnaire. Satellite géostationnaire. Comme leur nom l'indique, ces satellites sont fixes. Le mot fixe, ça veut dire stationnaire. Et par rapport à la Terre, ça veut dire géo. Alors, ces satellites géostationnaires, ils apparaissent comme fixes par rapport à la Terre. Pour cela, il faut qu'ils décrivent un mouvement circulaire uniforme dans un plan perpendiculaire à l'axe des pôles terrestres. Ils évoluent donc dans un plan contenant l'équateur. C'est un plan passant par le centre de la Terre. Ils tournent dans le même sens de rotation que la Terre, de l'ouest vers l'est. Leur période de révolution doit être exactement égale à la période de rotation de la Terre autour de l'axe de ces pôles, un jour sidéral, c'est-à-dire 24 heures environ. D'accord. Alors, pourquoi? Alors, quand on appelle, quelles sont les conditions qui permettent de dire que le satellite est géostationnaire. Géostationnaire, ça veut dire qu'il apparaît fixe par rapport à un observateur à la surface de la Terre. Alors, les conditions pour l'appeler géostationnaire, c'est que il faut qu'il tourne dans le même sens de rotation que la Terre. Et il faut que la période de ce satellite de révolution soit exactement égale à la période de rotation de la Terre. La période de rotation de la Terre autour de son axe qui passe par ses pôles, c'est ce qu'on appelle une journée astronomique ou bien un jour sidéral qui est égal à 24 heures. On peut calculer l'altitude à laquelle le satellite doit se situer pour satisfaire ces dernières conditions. Alors, utilisation de la troisième loi de Kepler, il est applicable à ce satellite. T, c'est la période de révolution, qui est égale à 2π fois RT plus H au cube, divisé par GMT, avec R est égal à RT plus H. Donc, le rayon ici, on peut tirer le R qui est égal à cette expression. C'est la racine cubique, ici pour chercher le R qui est égal à RT plus H. Bien sûr, c'est la racine cubique de GMT carré sur 4π. Et finalement, je peux tirer le H à partir de petit r moins le rayon de la Terre. Et comme ça, on peut déterminer l'altitude du satellite géostationnaire.